Kikou, c'est Guitou. Bon, ça y est, on y est. On va démarrer la campagne. Alors, principe mes règles de campagne. Mes règles de campagne. Alors, le concept, je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Je pars du principe que on est plus en mode résurrection de zombies, de morts, par le nécromancien. Et donc ça génère plutôt des zombies qui ressemblent plus à des spectres ou des choses comme ça, que à du zonzon. Classique type zombicide classique. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il va y avoir des petites particularités. Première chose, on parlait du nécromancien. Le nécromancien, quand il arrive en jeu, les règles te disent, il arrive en jeu, on génère une zone de spawn, et il doit rejoindre la zone de spawn la plus proche. Par exemple, s'il arrivait ici, la zone de spawn la plus proche, à vue d'œil, elle est d'ici. Je complexifie la chose en disant que le nécromancien cherche toujours à se barrer par la rue, par un plateau sorti de rue. Donc clairement, sa zone, là où il voudrait sortir, c'est ici. Ça m'oblige à gérer beaucoup plus rapidement le nécromancien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand mon nécromancien se promène, sa zone de spawn, elle reste là. Dans la future extension de Black Plague, celle où il y a des espèces de chats en kimono et en sabre katana qui zigouillent du zonzon, j'ai vu qu'il y a l'équivalent, alors je crois que c'est un chaman, ça s'appelle dans cette version-là. Il y a un chaman, sauf que la zone de spawn, elle suit le nécromancien quand il avance d'une case, ce qui est plutôt bien, dans le sens où, déjà c'est fluff, puisque le nécromancien, j'ai du mal à croire que quand il arrive ici, il génère des morts vivants ici, et ça fait que le nécromancien, potentiellement, à chaque tour, régénère des gardes du corps. Donc déjà, ça c'est la premier sujet au niveau du nécro. Voilà. Et forcément, quand il sort de la zone, pour terminer, donc imaginons que j'ai pas réussi, et ben ma zone de spawn, elle arrive ici. Et donc du coup, ça me fait une zone de spawn légèrement à un endroit un peu différent que ce qui est prévu normalement dans les règles. Un truc qui me gêne aussi dans les règles de zombicide, notamment Black Plague, mais un peu dans tous les zombicides, c'est que dès lors que je vais faire une action de tir, et que j'ai des partenaires, des compagnons, des équipiers, dans la zone où je tire, forcément, chaque tir raté, c'est une blessure. Ça me plaît moyen, donc je trouve pas ça logique. C'est pas parce que je rate mon tir que je touche forcément un ami. Donc moi, je pars du principe que si je fais un échec critique quand je fais mon jet de dés, si je fais un 1, et que je tire, que je fais un 1, et que je suis dans une zone où il y a un compagnon, un allié, etc., un membre de ma bande qui est là, dans la même case que ma cible, et bien là, effectivement, j'inflige les dégâts. Par contre, ce que je vais pour complexifier un petit peu, c'est que c'est pas moi qui répartis les dégâts, puisque c'est un échec critique, c'est de l'aléatoire. Donc si j'ai une arme qui fait 2 points de dégâts et que j'ai 2 pimpins, et ben je vais répartir les dégâts de manière aléatoire, sur 1 ou 2 pimpins. Voilà. Ça va certainement se résumer à celui qui fait un 4+, n'est pas touché. Enfin, il faut faire un 4+ pour ne pas être touché, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les points soient répartis. En clair, ça veut dire, je m'exprime toujours très très mal. Je suis ici. Tiens, j'ai pas sorti mes dés, ce qui est une erreur. Ah, si, je les ai sortis, mais je sais plus où je les ai foutus. Ils sont là. Oui, j'avais préparé ça pour voir, qu'on puisse voir le truc. Donc, imaginons j'ai raté mon tir, j'ai fait un échec critique, je dois infliger 2 points de dégâts. Donc je vais dire, bah, sur Silas, sur un 4+, il n'est pas touché. Bon, bah, il perd 1 point de dégâts. Clovis, sur un 4+, il n'est pas touché. Bon, bah, chacun prend 1. Par contre, si j'avais réussi le 4+ sur Silas et 2 fois raté sur le 4+ sur Clovis, Clovis prenait les 2 points de dégâts. Enfin, vous avez compris le principe, c'est de l'aléatoire. Voilà.
Ensuite, autre particularité, parce que c'est quelque chose que je trouve un peu strange au niveau fluff dans les zombicides d'une manière générale, c'est que l'on puisse fouiller 10 fois la même pièce et 10 fois trouver des objets. Je trouve pas ça logique. Donc ce que je fais dans Black Plague, c'est que je peux fouiller qu'une seule fois la pièce. Et une fois que je l'ai fouillée, je me mets un petit token pour dire bah, cette pièce-là, c'est plus la peine de fouiller. Il y a déjà un copain qui l'a fait et il a rien trouvé, ou il a trouvé tout du moins il a trouvé quelque chose. Par contre, par expérience, qu'est-ce que ça conduit? Ça conduit que de trouver autre chose un peu délicate dans les zombicides, c'est que pour tuer les abos, il vous faut un cocktail molotov ou de la bile de dragon. Et que pour faire cette petite chose, il vous faut trouver une torche, trouver de la bile de dragon, ou dans l'autre zombicide, il vous faut trouver de l'essence et une bouteille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... il y a un personnage ici qui est la caractéristique du The Prior. Donc je crois que il s'appelle le Prieur en français, qui a en caractéristique bleue, hop, en caractéristique bleue, on va essayer de le montrer à l'écran, voilà, plus 1 en dommage aux actions de mêlée. Donc si je lui mets le marteau dès le départ, il peut faire 3 points de dégâts. Donc tuer une abomination en mêlée. Donc j'avais deux solutions en fait en faisant ça. C'est soit je retirais les abominations qui pouvaient arriver en zone bleue, ou dès le départ dire en zone bleue, j'ai un pimpin qui peut le zigouiller s'il a l'arme adéquate. Voilà, donc les pièges, je ne peux les fouiller qu'une seule fois. Donc, comme je viens de le dire, forcément, j'ai besoin de ce guerrier-là, d'avoir un guerrier qui a plus 1 en action de mêlée ou plus 1 en action de tir. Le principe était potentiellement d'être en mesure, s'il a une arme avec 2 points de dégâts, de pouvoir faire les 3 points de dégâts grâce à son action, enfin grâce à sa compétence. Et autre chose, j'ai besoin d'un magicien. Pourquoi j'ai besoin d'un magicien? Pour une bonne et simple raison. C'est que dans ma version campagne, on peut fermer les zones de spawn ici présentes. Donc le principe, comment ça marche? C'est au départ, bon là c'est un recto verso, le principe c'est que je tire au sort. Voilà, j'ai 3 zones de spawn, donc j'ai pris 3 zones, et donc je vais tirer au sort, et je vais dire, tiens, celui-ci, alors je mets à l'extérieur du plateau, ça va être jaune, celui-ci, ça va être, je suis désolé, j'ai pas d'orange, ce sera orange, et celui-ci, ce sera donc bleu. Ce qui veut dire que je pourrai fermer cette zone de spawn quand je suis au niveau bleu, cette zone de spawn quand je suis au niveau au moins jaune, et cette zone de spawn quand je suis au niveau au moins orange. S'il y avait 4 zones de spawn, j'aurais en plus un niveau rouge. Si j'avais 5 zones de spawn, bah, j'aurais 2 zones rouges. Ainsi de suite. Vous m'avez compris. Ça, on va le laisser parce que fallait que je le tire aléatoirement. Ça, c'est fait. Donc voilà. Et donc, pour fermer une zone de spawn, il faut que mon petit pimpin de magicien vienne ici. Et il dépense 2 points d'action pour fermer la zone de spawn. Et si elle est fermée définitivement. Donc ça veut dire que potentiellement, et bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de zombies dans la zone, hein, c'est toujours le même principe. Donc ça veut dire que si je dois faire, dans le meilleur des cas, si je veux rester protégé, ça a spawné, je nettoie la zone, il fait un point de déplacement, il se déplace d'une case et il utilise ces 2 actions pour fermer la zone de spawn. Voilà. Ce qui veut dire que plus j'avance dans la game, et plus je monte en adrénaline, plus je vais fermer 2 zones de spawn, et donc moins il y aura de figurines ennemis qui interviennent. Le principe des scénarios que je fais, c'est toujours, voilà, je suis plus en mode jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on a une bande de héros, d'aventuriers, dont les caractéristiques, ou tout du moins la spécificité, est de venir nettoyer des villages où des nécromanciens sévissent. Il y a une guilde des nécromanciens qui intervient sur le monde de Black Plague, et ils génèrent
des spectres zombies, ils le font renaître des morts, et donc ils envahissent des villages, et donc l'équipe d'aventuriers que je vais jouer va de village en village et doit nettoyer les zones, donc notamment les zones de spawn, et tuer au moins un nécromancien pour que le village redevienne vivable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Donc les zones de spawn, je viens d'en parler. Alors, après, on a fini la game. Je vais récupérer de l'équipement, comme je vous ai dit, je peux fouiller qu'une seule fois. Donc pour contrebalancer aussi le fait de fouiller qu'une seule fois, je peux conserver d'un scénario à l'autre mes équipements. Si je fais un 4+, c'est-à-dire que je vais récupérer tous les équipements de tous mes pimpins, je vais les mettre face cachée, et on va les jouer au dé. Cette carte-là, je fais un 4+, je la garde. Celle-là, j'ai fait un 2 ou un 3, ou un 1, je la garde pas, et ainsi de suite. Et après, pour la game d'après, donc je dispose de tout un équipement que je répartis à la compagnie de héros ou d'aventuriers pour le scénario d'après. Ça permet de garder quelques armes sympas de manière totalement aléatoire, et on ne sait jamais ce qu'on va conserver d'un scénar à l'autre. Mais voilà, ça met un petit peu de piquant, c'est un peu le principe de, voilà, les héros, ils arrivent, c'est un groupe d'aventuriers, il y a des armes qui se détruisent pendant les aventures, etc. Donc entre deux, bah, des fois je suis obligé de revendre du matos pour me payer des choses, ou etc. Donc pour pas faire un truc super lourd, le 4+, est mon ami. Voilà. Ensuite, en termes d'expérience, pareil, donc quand je vais utiliser le mode ultra rouge, donc le mode ultra rouge, c'est quoi? Ça veut dire, hop, on va prendre une petite tablette. Donc le mode ultra rouge, quand j'arrive ici, quand je dépasse mon 43e point, donc j'arrive au 44, le mode ultra rouge te dit tu reviens ici. Ok, pas de problème, je reviens ici. Et je continue à accumuler de l'adrénaline. Quand j'arrive au niveau jaune, j'ai déjà mon pion en théorie, voilà, pour être clair, hop, je suis arrivé jusqu'à rouge. Et alors c'est vraiment au pif, hein. Voilà, je suis arrivé jusqu'au niveau rouge. Je fais mon 44e, je reviens ici. Et donc j'ai déjà toutes ces 4 compétences là. Ok. Et je ne peux pas cumuler plus de compétences que ça normalement. Sauf que le mode ultra rouge vous dit, bah, vous pouvez cumuler une autre compétence si vous avez un pion de disponible en jaune. Bon, en jaune, on n'a jamais de deuxième case. Par contre, quand j'arrive en orange, là j'ai une deuxième case de disponible, donc que je pourrais rajouter. J'ai pas le pion là, mais donc ça voudrait dire que par exemple j'arrive en orange, hop, du coup je gagne une action d'enchantement gratuit et une action de mêlée gratuite. Ainsi de suite. Et quand j'arrive au rouge, bah, je peux choisir encore une compétence. Sauf que, à la fin de la game, quand je vais revenir, tout le monde revient à l'adrénaline bleue, pour le deuxième scénar, et ben je conserve l'action, la compétence que j'ai acquise en mode ultra rouge. Et ça, jusqu'à ce que le personnage décède. Donc ça veut dire que le scénario d'après, je reviens avec mon +1 de dommage en mêlée, et il gagne une action d'enchantement gratuite. Voilà pour l'exemple. Ça, c'est le mode ultra rouge. C'est un classique des zombies première saison que je trouve plutôt cool. Ça permet de cumuler de l'expérience. Il y a d'autres gens qui ont fait des systèmes différents. Je les ai testés. Je n'ai pas été hyper conquis parce que c'est toujours l'histoire d'arriver à équilibrer le système. Mais ça veut dire que potentiellement, un héros, plus il va vivre d'aventure, plus il va subir d'adrénaline dans la partie, eh ben, il en retiendra quand même quelque chose à la fin. Donc ça, c'était pour le mode ultra rouge. On va commencer la game avec 4 pimpins. Je les ai pas, donc il y a forcément le guerrier et Baldric le magicien. Et je vais tirer au hasard, je le fais dans une poignée de secondes, 2 compagnons. Je commence la game à 4. Toujours dans le mode fluff où j'ai un groupe d'aventuriers. À la fin de la game, si j'ai toujours mes 4 pimpins, ils pourront recruter un ou plusieurs héros. Comment ça se passe? Dis tout, c'est le roi de l'aléatoire, c'est pas compliqué. Il me reste 4 pimpins.
je prends 4 dés de 6, et sur un 6+, pour chaque 6+, donc là, clairement, on les voit bien? Ouais. Là, il se passe rien, ils resteront 4. Par contre, s'il y avait eu un 6, en Guitou, il va falloir que tu apprennes à faire des 6 par contre. Hein, sur un 9. Voilà, là il y a un 6. Donc je vais pouvoir recruter un personnage. Donc la game d'après, ils sont 5. Comme c'est un recrutement, je vais choisir la feuille de personnage, le nouvel aventurier qui rejoint le groupe. Pourquoi je dis ça? Parce que si j'ai des décès et que je descends en dessous de 4, je vais être obligé de mettre un petit tempo sur ma quête. Je finis la game, hein, mais dans l'enchaînement des scénarios, tels que je les prévois dans la campagne, je vais faire une petite pause et je vais faire un scénario qui va me permettre de recruter des personnages ou des aventuriers potentiellement qui vont rejoindre mon groupe d'aventuriers. Sauf que ces scénarios-là vont générer d'office des aventuriers supplémentaires, sauf que je ne les choisirai pas. Ce sera de l'aléatoire. Je tirerai à l'avance. C'est-à-dire que bien souvent, c'est des scénarios avec des objectifs, et chaque objectif représente, ou certains objectifs représentent des héros, des aventuriers potentiels. Et donc, ce héros potentiel rejoindra le groupe de manière aléatoire. Donc, quand je recrute, je sélectionne et j'essaye de donner un peu de corps et de compatibilité à mon groupe d'aventuriers. Quand malheureusement je suis obligé de faire un scénario pour aller chercher de nouveaux aventuriers, je ne choisis pas. Ce qui veut dire que par exemple je pourrais me retrouver avec un moment un groupe d'aventuriers avec potentiellement des gens qui sont pas doués en tir, ou beaucoup de magiciens, ou que des guerriers. Voilà, c'est un peu le principe. Alors que si je construis mon groupe, je vais m'aligner un peu sur ce qu'a fait les héros de départ de Black Plague. C'est que je vais vous mettre en gros les grands classiques, un magicien, un guerrier, un tireur à l'arc, qu'est-ce que je vais vous mettre, un assassin, ce genre de choses, pour avoir une certaine complémentarité dans le groupe. Voilà. Bien sûr, point de détail, un héros qui décède est décédé. Je ne le jouerai plus du tout. Qu'il soit magicien ou guerrier. Donc la grosse difficulté, c'est que dans les profils de personnages, d'aventuriers jouables, le seul qui ait cette compétence de +1 en mêlée, en bleu, c'est le prieur. Donc celui-là, je suis peut-être embêté, je changerai peut-être juste la figurine et le nom, et je sais pas comment je vais faire. Jusqu'à présent, il n'est pas décédé. Il n'y a pas de raison que ça ne demeure pas. Voilà. Autre chose que j'ai intégré par rapport à ce que je vous disais sur je recrute des nouveaux personnages. Le 6+, c'est quand j'ai réussi, c'est ma première quête, j'ai réussi une quête, super. À partir du moment où je réussis ma deuxième quête d'affilée, c'est plus du 6+, c'est du 5+. Pourquoi? Parce que mon groupe commence à avoir de la renommée, et donc il a réussi, donc il y a un peu plus de volontaires pour aller blaster du mort-vivant. Si je réussis 3 quêtes d'affilée, voilà, c'est sur du 3+, parce que tout le monde veut entrer dans cette bande d'aventuriers qui défie la chronique et dont tout le monde parle. Par contre, dès qu'ils vont perdre une game, ou, je crois que je suis parti, ou perdre un héros, un membre du groupe, eh ben ils reviennent à 6, à 6+. Parce que, voilà, c'est pas... La vie de chasseur de nécromancien n'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a un peu moins de courageux. Ah, ils se sont pris une tatane l'autre jour, il y en a quelques-uns qui ont survécu. Oh là là, moi je vais peut-être pas aller dans ce groupe-là. Il y en a un autre qui a l'air de beaucoup plus fonctionner ailleurs. Voilà, c'est un peu l'idée du fluff. Voilà, et donc je reprécise, si vous n'avez pas regardé la vidéo où je présente les peintures, alors attendez, hop, il va me falloir juste cet artifice. Donc, on a toujours des walkers, on a toujours des runners. Tiens, lui, il est pas à sa place. Super, je l'ai fait tomber. Hop là. On a des fatis. Jusque-là, tout va bien. J'intègre des Deadeye Walkers. Alors, attendez, on va essayer de zoomer. Voilà. Faudrait que je vous mette le flash pour que vous voyez bien, mais voilà. Donc ça,
c'est une petite saleté, genre, pour ceux qui connaissent pas la règle, c'est que quand il est là, il peut tirer sur toute la ligne. Et sur toute cette ligne-là, quelle que soit la distance. Donc, c'est une petite saleté quand ça arrive en spawn. Ça veut dire qu'il spawn ici, j'ai un héros à l'autre bout, et ben mon héros, quand ça va être à lui de jouer, potentiellement, il peut se prendre un dard dans le fion. Voilà. Et j'ai rajouté quelques petites choses. Donc, par rapport au Walker standard, vous avez le Walker combattant, je ne sais pas comment je vais l'appeler. C'est un ancien milicien. Donc qu'est-ce qu'il a? Comme les Dead Eye Walker, il a gardé la mémoire du combat, parce qu'il est mort au combat. Et donc, il a une arme et un bouclier. En général, c'est ça. Ça veut dire que ce Walker-là, il a une sauvegarde à 5+. Plus difficile à tuer que le Walker normal. Il bouge de 1, mais il a une save à 5+. Ok, le Walker, il bouge de 2. Et ben, j'ai son copain, qui est également un ancien milicien guerrier, qui lui aussi possède une arme. Et ce Walker-là, ce runner-là, pardon, ce runner-là, il n'a pas 2 actions, mais 3 actions. Un peu comme les Wolves dans Wolfburg. Voilà, donc ça veut dire que on a du Walker normal, on a du runner normal, on a du fatigue, on a des Dead Eyes Walker qui permettent de tirer, on a des Walkers avec une save à 5+, et on a des runners qui bougent à 3, qui ont 3 points d'action. Voilà, c'est ça le plan de cette campagne. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Que vous dire de plus? Je vais faire le premier, ça va être le scénario, je crois que c'est le scénario 1 du livre de base. On sera toujours sur des plateaux à 4 tuiles, pour la bonne et simple raison, pardon, que je trouve que pour filmer, sinon ça fait de trop loin. Déjà là, je pense que reconnaître ces pimpins-là, c'est pas évident. Savoir qui est quoi. Donc du coup, j'ai mis aussi les petits socles de couleurs, pour que les héros, on puisse un peu les distinguer les uns des autres. J'ai essayé de trouver des couleurs qui se ressemblent pas trop, donc il y en aura un qui sera rouge et un qui sera violet. Comme ça, on aura celui-ci qui n'a pas de socle, puisque ça, c'est une figurine à soif. Donc, trône de fer. Donc le socle n'est pas exactement de la même taille, donc je peux pas mettre de marqueur. Par contre, toutes les figurines Zombicide Black Plague, elles auront leur petit. Donc le Baldric, le magicien, ce sera jaune. Voilà ce que je peux vous dire. Dire d'autre? Ah si, j'avais failli oublier. J'ai failli oublier. Donc il y a des cryptes. Alors on les voit pas les cryptes. Alors je sais pas, ça m'embête. Je sais pas comment je vais gérer. Mais donc dans les scénarios de Black Plague, souvent on voit dans les cryptes. Et dans les cryptes, il y a des artefacts. Dans la boîte de base, vous avez 2 artefacts. Wouhou! Comment c'est fou! Je sais plus où il est. En voilà un. En voilà 2. Ils sont pas topissimes, ces fameux artefacts. Vous avez... Hop. Hop, attendez, on va encore faire un petit peu d'effets spéciaux. Nous avons, je vais mettre le flash après. Nous avons l'arbalète orc, voilà, qui touche à 1 ou 2, 2D, 3+, 2 points de dégâts, voilà. Et nous avons, si je me libère les mains, ce serait plus facile. Je sais pas comment je peux mettre le flash. Ah si, là, je savais bien qu'il y avait une astuce. Hop là, voilà. Et nous avons, j'essaie que ça brille pas, nous avons, Inferno, donc 0,1, 4D, 4+, 2 points de dégâts. Ça, c'est les équipements fournis dans la boîte de base, les artefacts. Donc tu as soit l'un, soit l'autre. J'ai fait un peu de copier-coller et j'ai trouvé des artefacts que j'ai imprimés. Alors voilà, c'est juste de l'impression sur de la feuille canson, mais ça me permet d'avoir un peu des choses un petit peu différentes. Donc je vais jouer avec ça, plus les deux autres cartes que je vais mélanger dans le paquet. Donc ça fait un petit paquet, voilà, il n'y a rien de... Donc il y a ça, il y a des équipements normalement qui sont standards, mais que je trouve plutôt sympathiques. Alors il y en a beaucoup en anglais, je suis désolé, parce que sur le site de Colorful, je sais plus là, CMOM, la plupart sont en anglais, donc voilà. Mais ça permet de rajouter des équipements que j'ai pas, donc ça va être plutôt sympa de jouer avec ça.
Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. Voilà, et je vous propose de commencer la game. Donc je vais faire une pause et je vous reprends pour la game.